Bonjour tout le monde, on va commencer cette conférence aujourd'hui sur la douleur chronique est-elle dans la tête? Donc je vais avoir besoin de préciser quelque chose parce que ça va être particulier, il y a une mise en scène dans cette conférence. Dans cette conférence, du coup, il y aura deux personnes qui vont parler. Il y aura moi, Anthony Halimi, donc je suis kiné à Dijon, je suis formateur, chaque année je forme des personnes à la prise en soin de la douleur, donc des kinésithérapeutes essentiellement, mais aussi des ostéos, des chiro, des médecins. Voilà, bref, ça c'est moi. J'interviens aussi pour AxoMove. C'est une application de prescription d'exercice et je fais de la prévention d'entreprise pour leur compte. Donc ça c'est moi. Et il y aura aussi du coup mon interlocuteur, c'est mon cousin, c'est Antonio Alimio. Donc je défendrai la thèse, la douleur chronique n'est pas dans la tête. Et donc quand ce sera moi, j'aurai cette veste-là. Et ce sera mon cousin Antonio Alimio. Je serai vêtu de cette manière. J'espère que la transition sera assez fluide pour pas que vous ennuyiez. Et ça tombe bien, parce qu'on commence avec Antonio Alimio. Je me mets dans le personnage. Donc, je ne vous fais pas l'affront de faire un accent, ce serait terrible. Nous allons parler aujourd'hui d'un patient acteur. Je vais vous convaincre de pourquoi la douleur chronique, c'est dans la tête. C'est un patient rêveur, même. Ce patient, c'est un patient qui, pendant 22 ans, a ressenti des douleurs au niveau du thorax après une ablation d'un kyste pulmonaire. Ces douleurs étaient tellement intenses qu'il disait que sa vie n'avait plus de raison d'être. Il n'y avait plus vraiment de bonne raison de vivre. Au cours de ces 22 années, il a entrepris beaucoup de choses. Il a entrepris des exercices avec des kinés, il a entrepris de l'aérobic, il a entrepris de faire de la manipulation, il a entrepris de faire des étirements. Vraiment, beaucoup de choses ont été mises en place. Il a eu divers traitements médicamenteux, des opioïdes, il en prenait régulièrement. Il avait aussi, du coup, entrepris, en plus des opioïdes, il a été dans des programmes sur la kétamine. Est-ce que la kétamine, du coup, avec ce programme-là, et ce qui revenait régulièrement, c'était que, en fait, il n'avait pas la kétamine avait été si peu efficace que ça l'avait grandement surpris. Il a eu plusieurs autres interventions. Une a été particulièrement efficace, c'était un bloc anesthésique où en gros ils ont injecté un anesthésiant au niveau de T3 entre T3 et T7. Ils ont fait plusieurs racines, mais rien n'a jamais duré. Il avait aussi un PTSD, donc un syndrome de stress post-traumatique. Et il était suivi, du coup, au cours de ses 20 premières années, il n'avait jamais eu de traitement pour ça. Ensuite, il a eu des traitements, on va dire, médicamenteux pour essayer de gérer son syndrome de stress post-traumatique. Et après ça, du coup, rien n'avait changé. Toujours été la même chose. Il a entrepris des TCC, il a entrepris plusieurs choses. Il a fait des pain management programmes, donc c'est un peu l'équivalent des CETD, des centres d'études et de traitement de la douleur qu'on a en France. Pareil, toujours ça ne s'améliorait pas. Et un jour, il commence à essayer d'arrêter, il a une douleur particulièrement intense. Il commence à essayer un peu d'arrêter ses opioïdes, ce genre de choses. Et il se rend compte que, du coup, il se dit, pourquoi j'ai essayé d'arrêter? C'est parce qu'il se dit, j'ai l'impression que ça contribue à mes douleurs. Il s'endort, et là, il fait un rêve. Lors de ce rêve-là, il était bien. Vraiment, c'était un des meilleurs moments il y avait plusieurs de ses proches autour de lui, ce genre de choses. Lui il avait remarqué ça au cours des TCC, se sentait particulièrement isolé ces derniers temps. Il vivait seul. En se réveillant, plus aucune douleur. D'accord, 22 ans. Beaucoup de traitements mis en œuvre. C'est un rêve qu'il a sorti de ses douleurs. Il est allé rendre tous ses médicaments opioïdes à la pharmacie et apparemment, les douleurs ne sont jamais revenues. Comprenez donc que la douleur chronique, c'est potentiellement dans la tête chez une partie de nos patients. Je vais contrebalancer le cas clinique de mon cousin Antonio Alimio avec un autre cas clinique. Et vous allez vous rendre compte qu'il faut faire attention aux raccourcis.
C'est un patient de Geoff qui a 53 ans. Il a une douleur au mollet. Il consulte un kinésithérapeute après 35 ans de douleur. Et ce kinésithérapeute, il lui dit, il fait une longue anamnèse avec lui. Le patient est excédé. Parce qu'en fait, au cours des 35 années, il se rend compte que personne ne l'a vraiment jamais écouté. Il a été d'abord traité pour son dos, alors qu'il n'a jamais eu mal au dos. Il a été traité, du coup, après on lui a dit que quand ça ne marchait pas, que c'était un problème dans sa tête. Donc on l'a envoyé faire des TCC, des thérapies cognitives et comportementales, une psychothérapie. Pareil, ça n'a pas amélioré les choses. Et il en a marre que tout le monde le mette dans une case, alors que lui, il a toujours une douleur qui apparaît de manière répétée, toujours au même endroit. Il a une douleur au mollet quand il fait du vélo et que sa fréquence cardiaque atteint une certaine fréquence. Il l'a repéré, c'est clair, net, précis, personne ne l'a jamais écouté. Le kiné l'écoute et décide de faire un examen. L'examen clinique montre rien de spécial, c'est-à-dire qu'en fait, il lui fait la tension artérielle au niveau de la cheville, la tension artérielle au niveau du bras, rien de spécial. Dans l'anamnèse, il avait dit qu'il avait déjà fait plusieurs fois de la kinésithérapie, il a eu un peu du laser et du massage pour son dos, il a eu un peu d'autres traitements, on lui a fait faire diverses manipulations pour essayer de remettre les choses en place. Rien ne marchait, on lui a trouvé qu'il avait une inégalité des longueurs des jambes. Et il a enfin une fois un changement, c'était, un kiné lui avait dit qu'il avait un dérangement. Donc il lui a fait faire du McKenzie, donc il a fait des mouvements. Et premier changement, première fois qu'il y a eu le changement, avant il avait mal au mollet, après il a eu mal au mollet et au dos. Donc le kiné qu'il a vu là, dont je vous ai parlé le dernier, il décide de lui faire exactement ce qui lui redéclenche ses symptômes, c'est-à-dire faire du vélo. Et après seulement de retester sa tension artérielle au niveau du mollet, au niveau du bras, et de faire le ratio entre les deux. Le ratio était à 0,37. Le ratio 0,37, c'est très fort, d'accord ? C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a une sténose en dessous de 0,9. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il avait probablement un problème artériel. Plusieurs examens, dont un artériogramme et une chirurgie plus tard de 5 heures, ont finalement permis de soulager ces douleurs de manière durable. Donc faites bien attention qu'il y a des gens comme mon cousin Antonio Alimio qui vient du coup vous contredire, qui vient vous dire attention, la douleur chronique c'est dans la tête, blablabla. Il ne faut pas trop chercher les choses chez les patients, parce que il y avait une étude comme ça qui avait été faite il y a fort longtemps. On avait pris des gens qui étaient justement en procès pour des cas de douleur chronique, dans des procédures, et ce qui avait été retrouvé, c'est que au cours de chez ces 120 patients qui avaient des douleurs, 98% avaient des diagnostics qui avaient été manqués. Vous vous rendez compte ? Donc là, il y a beaucoup, c'était des diagnostics, des examens neuro, on avait vu qu'on faisait des EMG, et ben en fait les gens n'avaient juste pas trouvé. Donc là, on leur disait, bah oui, bah, votre douleur, c'est une douleur chronique idiopathique. Ou alors on disait, bah, c'est psychiatrique. Donc attention aux gens qui vous disent, ah, la douleur chronique, non, 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 c'est dans la tête, c'est normal, c'est de la sensibilisation centrale. Anthony Alimi, je trouve que c'est très discutable ce que tu dis. Cette étude-là a des sérieux problèmes. Par exemple, pour leur diagnostic, à certains moments, ils faisaient juste que de mettre des infiltrations de lidocaïne à certains endroits et que les gens n'avaient plus mal et considéraient que c'était un diagnostic de, par exemple, douleur facétaire quand on injectait de la zygapophyse. Évidemment qu'avec ça, des gens qui n'auraient aucun problème auraient quand même des améliorations. C'était le cas, par exemple, de mon patient rêveur, là, qui, finalement, quand on avait fait des blocs diagnostiques au niveau de ses nerfs thoraciques, avait une grande amélioration de ses douleurs qui n'a pas duré. Donc, est-ce que c'est vraiment un diagnostic ? C'est d'ailleurs un problème, ce genre d'approche. Chercher sans arrêt une source de la douleur. On sait que il y a eu une énorme, ça c'est une étude qui a été faite aux États-Unis en 2009, qui a été répertoriée. Ils ont repris tous les travailleurs qui étaient du coup en invalidité à cause de leur douleur musculo-squelettique. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que malgré des investissements croissants pour la prise en soin des patients, malgré une augmentation des coûts, et ben finalement, le nombre de travailleurs invalidés par leur lombalgie
avait grandement augmenté. C'est impressionnant parce qu'en fait, du coup, il y a une corrélation nette avec quand l'IRM est apparu et s'est démocratisé. Et comment on peut encore plus appuyer ça? C'est que en Australie, les aborigènes d'Australie ont été beaucoup moins perméables au tout début avec du coup justement ces IRM et ce genre de choses. Et c'était incroyable parce que finalement il y avait un truc culturel en Australie. Les aborigènes, ils étaient très peu invalidés par leur lombalgie. C'était un truc remarquable. Il y avait une étude de 1993 ou de 2003 qui trouvait que finalement ces personnes-là, ces aborigènes-là, vivaient très bien quand ils avaient mal au dos. Étude qualitative 10 ans plus tard, on leur pose la question et finalement, leur douleur, on considère qu'ils commencent à devenir invalidés par leur douleur lombaire. Ils commencent à dire oui, les médecins ne m'écoutent pas assez, j'ai un problème dans le dos, ce genre de choses. Et en fait, du coup, on s'est rendu compte qu'il y a eu une sorte de perméabilité. La médicalisation de la lombalgie les a durablement impactés. Ils sont devenus beaucoup plus invalidés par leur douleur. Et je vous pose une question. Si poser des diagnostics, finalement, ça n'améliore pas les résultats. Est-ce que c'est vraiment des diagnostics? Est-ce qu'on a vraiment trouvé le problème des patients? Parce que, peut-être que vous reconnaissez ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de la neuromatrice. En 1990, le mec qui avait créé la théorie la plus vendue sur les douleurs, celle qui marchait le mieux, c'était la théorie du gate control, 1968. En 1990, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui ne collaient pas avec cette théorie du gate control, notamment des gens qui étaient amputés et qui continuaient à avoir des douleurs. Ça ne collait pas avec la théorie. Donc, du coup, il a créé une théorie supérieure. Selon lui, il dit arrêtez d'utiliser la théorie du gate control. Et ce que ça donnait, c'était que, effectivement, il y a la nociception, ça semble important, les sources nocéptives, tout ça. Mais les pensées, les expériences, l'attention, l'émotion, le stress, la chimie du corps, tout ça, ça joue. Et comment on sait que cette théorie, elle n'est pas si mal que ça? C'est parce qu'on se rend compte que, finalement, quand on fait des études en laboratoire, on arrive à prédire l'intensité de douleur que les gens vont sentir. Si on arrive à prédire à peu près, à peu de choses près, c'est-à-dire que c'est une courbe de Gauss, si on arrive à prédire l'intensité de douleur que les gens vont avoir, c'est peut-être que cette théorie-là, elle fonctionne. J'ai même envie de vous dire, quand les gens ont des douleurs chroniques, ce qui semble le plus en lien avec, il y a le plus de fortes associations statistiques avec la douleur chronique, ce n'est pas les signes d'imagerie, ce n'est pas les changements dans le système nerveux, c'est les facteurs psychosociaux. Donc, comment dire qu'après, derrière, la douleur chronique, ce n'est pas un peu dans la tête? Là, d'ailleurs, quand on voit ces facteurs-là, c'était une grosse analyse avec un machine learning, c'est-à-dire qu'en gros, on a fait tourner plein de facteurs différents, on a pris plein de données sur des patients, et on s'est rendu compte, avec toutes ces données-là, qu'il y a des facteurs qui étaient plus ou moins associés avec le développement d'une douleur chronique et l'étendue de cette douleur. Et quand on peut voir, en fait, finalement, il y a très peu de facteurs qui sont très rouges, là, ou très, très colorés, plus ils sont rouges, plus ils déclenchent une douleur chronique, plus ils sont bleus foncés, plus ils sont protecteurs d'une douleur chronique. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que clairement, du coup, les facteurs qui semblent les plus importants, c'est toujours des facteurs qui sont psychologiques, des facteurs sociaux à la limite. J'espère que ne vous faites pas avoir par l'argumentaire de Antonio Alimio. Clairement, on peut entendre son point de vue sur les imageries, sur le fait qu'on trouve des choses, mais on sait qu'elles contribuent à des invalidités. Effectivement, faire des imageries, ça contribue à des invalidités, mais pourquoi ça contribue à des invalidités? C'est pas parce que c'est psychologique, c'est parce que les traitements ils sont mal faits derrière. Si vous avez une tendinopathie au niveau de la coiffe des rotateurs, on vous trouve une tendinopathie au niveau de la coiffe des rotateurs à cause d'un examen d'imagerie. Or, que vos douleurs, elles ne sont pas en lien avec ça, que c'est asymptomatique. Et que du coup, on vous opère la coiffe des rotateurs, alors qu'en fait, votre douleur venait d'une névralgie cervico-brachiale. Évidemment que la chirurgie ne va pas améliorer les résultats. Et l'imagerie vous aura blessé, mais ce n'est pas à cause de l'imagerie, c'est à cause du mauvais raisonnement clinique. Et c'est ça qui semblerait expliquer pourquoi les imageries
sont invalidantes. Ce n'est pas à cause de la psychologie, le fait qu'on cherche des trucs qui ne sont pas là, c'est juste qu'on raisonne mal. D'ailleurs, il y a potentiellement des vraies sources nociceptives dans le corps. Il y a des personnes, quand on leur fait des blocs diagnostiques et que derrière on crame leurs nerfs avec de la radiofréquence, détruire les nerfs, ça diminue fortement la douleur, beaucoup plus qu'avec une intervention placebo, où on ne crame pas les nerfs, on fait semblant. Ça laisse suggérer que ces sources nociceptives existent. Et en vrai, le problème, c'est peut-être un peu juste d'identifier ces sources, identifier les problèmes qui on est passé à côté. On a vu par exemple que dans certains cas de figure, il y a des patients qui n'ont aucun symptôme sauf quand ils sont dans certaines positions. Par exemple, on a vu que des gens, vous connaissez peut-être le réflexe de Hoffman, ce réflexe-là, il n'apparaissait chez un patient que quand il avait la tête en arrière, parce qu'il avait une myélopathie cervicale et ces symptômes n'apparaissaient que quand il y avait une compression, quand la tête était en arrière. De la même manière, même les signes d'imagerie, pas que en clinique, même les signes d'imagerie, ils peuvent n'apparaître que dans certaines positions. On a pu voir que, du coup, dans certaines positions, effectivement, il y avait des hernies discales qui sortaient et qui disparaissaient dans d'autres positions. Parfois, elles sortaient en extension, parfois, elles sortaient en flexion, et elles rentraient dans l'autre sens. Et je vous encourage à lire ce post que j'avais fait sur Instagram, parce que du coup, ce post-là, il explique un peu une démarche à suivre pour essayer de trouver ça chez les patients. En plus, les facteurs psychologiques, c'est bien beau, hein, on sait que c'est important. Mais est-ce que c'est une cause des problèmes? Est-ce que c'est vraiment ça qui explique les douleurs et pourquoi elles persistent? Ou est-ce que en fait, ce n'est pas juste des facteurs de confusion? Je vous donne un exemple. J'ai des douleurs qui me sont très invalidantes quand je vais faire certaines tâches. Du coup, je ne fais plus ces tâches-là. Et du coup, on peut voir que derrière, mon catastrophisme, il va augmenter. Je vais penser que je ne pourrai jamais guérir. Je vais penser que je ne pourrai pas retourner au travail. Et donc, plus tard, c'est normal que mes symptômes y persistent. Mais en fait, ce n'est pas à cause des facteurs, c'est pas à cause du catastrophisme que mes symptômes persistent. C'est à cause de ce truc qui me déclenche mon catastrophisme. Par exemple, une inflammation majeure au niveau d'un nerf, une compression vasculaire, je ne sais pas. Même j'ai envie de vous dire, regardez bien, un des meilleurs traitements, celui qui ont été mis en œuvre pour le patient dont on a parlé, dont mon confrère Antonio Alimio a parlé tout à l'heure, celui qui rêvait, les thérapies cognitives et comportementales. Bah, c'est bien, mais ce n'est pas incroyable. La douleur, chez les patients, quand on les suit à long terme, elle passe de 6 sur 10 à 3,5 sur 10. Donc c'est incroyable. Mais si c'était 100% psychologique, est-ce qu'on ne devrait pas s'attendre à une disparition de ces douleurs ? Je trouve l'argument de mon confrère Anthony Alimi, là, moi, Antonio Alimo, je trouve que son argument est un peu fallacieux. Parce qu'il nous dit, tiens, c'est rigolo, si on faisait des TCC, est-ce que les douleurs ne seraient pas censées disparaître complètement? Alors que lui-même, il nous sort, comme étude tout à l'heure, une étude sur la dénervation, où on crame les nerfs complètement, on supprime toute nociception parce que les nerfs ont disparu, et les gens, ils ont certes beaucoup moins mal qu'avec du placebo, mais ils ont toujours mal. Pourquoi ils ont toujours mal, ces patients, si on leur a retiré toute la nociception, vu qu'on a retiré leurs nerfs? Pourquoi ces patients-là ont mal? On le sait qu'on peut avoir des douleurs sans nociception. C'est avéré. Par exemple, dans une étude, en 1991, il y avait 100 patients qui avaient été inclus dans cette étude-là et on avait produit de la douleur. Comme on avait fait, on avait posé un casque sur la tête et on disait, voilà, on va vous envoyer des décharges électriques dans la tête. Sauf qu'en fait, c'était un casque en plastique. Rien ne se passait. On faisait semblant de leur envoyer des décharges électriques. Ils avaient mal. 43 personnes sur 100 ont eu mal. Donc, ça veut bien dire qu'on peut avoir des douleurs, même sans source nociceptive. Donc toujours chercher une source nociceptive et finalement se rendre compte qu'on essaye de les faire disparaître et ça ne fait pas disparaître complètement les douleurs, c'est peut-être qu'il n'y a pas toujours une source nociceptive. Et ce n'est pas la seule et unique étude, il y a eu plusieurs études comme ça. Dans une étude,
Ils ont montré des photos à des patients qui avaient des douleurs régulièrement mais qui n'en avaient pas à ce moment-là. Juste montrer une photo de quelqu'un qui se penchait en avant, ça déclenchait des douleurs chez 7 personnes sur 11. Avec un truc qui faisait juste du bruit, et donc pas, on faisait semblant encore d'une machine importante, il y avait des gens qui déclenchaient des douleurs. 33 personnes sur 62. Dans une étude avec de l'hypnose en IRM, on a réussi à déclencher de la douleur chez 14 patients sur 14. Les gens, on leur a dit, peut-être qu'à partir d'un certain moment, vous allez ressentir de la douleur, dès que maintenant, peut-être que vous la ressentez maintenant, peut-être que vous la ressentirez après. Les personnes, elles avaient des douleurs qui sont apparues comme ça, toutes, 14 sur 14. Donc c'est tout à fait possible d'avoir des douleurs sans nociception. C'est tout à fait possible de ne pas avoir de facteurs périphériques qui déclenchent les douleurs. Et donc, pourquoi quand on a retiré toute la nociception, quand on a cramé les nerfs, la douleur elle persiste? Eh bien, peut-être que c'est le système nerveux central. C'est peut-être la dernière chose qui reste après la disparition des nerfs périphériques. Peut-être que c'est de la douleur qu'on dit nociplastique, en lien avec de la sensibilisation centrale. Ça expliquerait même pourquoi les thérapies psychologiques n'ont pas fonctionné. J'ai une petite pensée pour toutes les personnes qui n'étaient pas là au début de la conférence et qui ne comprennent pas pourquoi je défends le début et le contraire et que je change de vêtements. J'aimerais revenir sur un truc qu'a dit mon confrère Antonio Alimio, c'est mon cousin. Il vous a dit que la sensibilisation centrale, ça expliquait peut-être pourquoi les patients avaient des douleurs qui persistent. Et ce qui est important dans ce qu'il a dit, c'est un truc avec lequel je suis d'accord, c'est le peut-être. Parce que en fait, il y a beaucoup de chercheurs qui disent que la sensibilisation centrale, on n'a pas assez de preuves pour dire que ça pourrait expliquer pourquoi les douleurs, elles persistent. Vous pouvez regarder, je vous ai mis une petite sélection d'articles, mais vraiment, c'est effarant le nombre d'études, le nombre de personnes qui sont en train de dire on n'a pas assez de preuves. On est parti d'une étude sur des rats dans les années 80, et on a dit c'est l'explication de la douleur chronique. Alors qu'en fait, on n'a pas assez d'éléments chez les individus qui ne sont pas des rats. Peut-être que vous vous occupez de rats chez vos patients, j'en sais rien. Et justement, parlons d'un cas bien précis de douleur nociplastique, de douleur liée à la sensibilisation centrale. Tout le monde pense toujours que la fibromyalgie, c'est un cas de sensibilisation centrale. Il faut savoir qu'il y a un recoupement majeur entre syndrome fibromyalgique et pathologie rhumatismale. Il y a beaucoup de gens qui ont des spondylarthrites, des polyarthrites rhumatoïdes, et qui déclenchent une fibromyalgie secondairement à cette polyarthrite et à cette spondylarthrite. C'est même dans les critères de diagnostic de la fibromyalgie, c'est même dit qu'on peut avoir une pathologie et une fibromyalgie, et que la fibromyalgie est expliquée par cette pathologie. Ce n'est pas un diagnostic d'exclusion. C'est un diagnostic pour dire qu'il y a des symptômes qui sont présents. Plus de 2/3 des patients qui ont une fibromyalgie ont en fait des pathologies comorbides. Les pathologies comorbides, ça peut être des trucs tout bêtes, juste genre du diabète, ce genre de choses, mais il y a aussi des problèmes neurologiques qui sont présents et retrouvés. Et parfois même, j'imagine qu'il y en a qui sont là, mais qui ne sont pas retrouvés. Parce que comme je vous ai dit, des fois, il faut mettre les gens dans certaines positions, des fois, il y a certaines choses qui font que ça met du temps à être retrouvé. Du coup, quand il n'y a pas d'explication, quand il y a une douleur qui n'est pas expliquée, ce n'est pas une douleur qui est dans la tête, c'est une douleur inexpliquée. Et donc, il faut chercher l'explication. Par exemple, il semblerait qu'il y ait certaines fibromyalgies, peut-être même une grande partie, qui soient liées à des facteurs auto-immuns. En gros, il y a des atteintes, le système immunitaire attaque le système nerveux. Et ça pourrait expliquer ces douleurs un peu bizarres un peu partout, cette fatigue généralisée, ce genre de choses. La même chose qu'on peut retrouver dans des syndromes de fatigue chronique, aussi appelés encéphalite myalgique, et dans les Covid longs, ce genre de choses. Et même, j'ai envie de vous dire, les médecins ont tendance à diagnostiquer la fibromyalgie entre 2,3, j'ai écrit 2, mais c'est 2,3, à 7 fois plus chez les femmes que chez les hommes. Or, quand on fait des études et qu'on essaye vraiment de chercher les facteurs, de chercher la différence entre les deux genres, il n'y a pas de différence. Il y a autant d'hommes qui sont touchés par la fibromyalgie que les femmes. C'est juste que quand c'est un homme, on cherche pourquoi il y a une fibromyalgie. Et quand c'est une femme,
ben, on lui donne des antidépresseurs. Voilà, madame. Vraiment, c'est important. Posez-vous la question. Hein. Je vous montre quelques pathologies qui peuvent causer une fibromyalgie, selon les critères de 2016, les critères de l'ACR 2016. Des troubles thyroïdiens peuvent déclencher une fibromyalgie. Une polyarthrite rhumatoïde, une spondylarthrite, un Gaucher-Rekrén. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un Gaucher-Rekrén, c'est un syndrome sec. C'est une pathologie rhumatismale, une pathologie auto-immune qui attaque les muqueuses et qui, souvent, en premier symptôme, se déclenche par une polyradiculonévrite. Donc, ça déclenche des neuropathies un peu partout dans le corps. D'où les symptômes hyper étendus de la fibromyalgie qu'on pourrait retrouver dans une fibromyalgie. On peut avoir une maladie de Birmer, il va y avoir un manque de B12, et donc du coup ce manque de B12 va déclencher des neuropathies. On peut avoir une artérite de Takayasu. Je pense que tout le monde ici a déjà cherché une artérite de Takayasu chez un patient. C'est une pathologie, c'est une artérite, c'est une pathologie inflammatoire des artères, qui commence par des pathologies, par des douleurs un peu articulaires un peu partout. Ça touche les femmes jeunes, surtout, ça va détruire un petit peu la crosse aortique. Et donc, ça va déclencher des symptômes vasculaires au niveau des 2 épaules, au niveau des 2 membres supérieurs. La maladie de Behçet, pareil, encore une pathologie rhumatismale à laquelle on pense rarement. Est-ce que tous vos patients qui ont une fibromyalgie, ont eu ces examens, ont eu des examens pour chercher s'il n'y a pas un déficit en B12, pour chercher s'il n'y a pas des neuropathies qui se déclenchaient un peu partout? Est-ce qu'ils ont eu des examens pour ça? Ben non. Et c'est un des problèmes de justement cette manière de réfléchir de la douleur chronique, c'est dans la tête. Cancer de l'hypophyse, syndrome des nerfs dans l'os, les myopathies, la sclérose en plaques, les myélopathies cervicales, les intoxications aux métaux lourds, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qui peuvent déclencher des déficits d'absorption de B12. Tout ça, c'est des trucs qu'on n'évalue pas assez souvent, que certains médecins ne vont pas évaluer non plus, parce qu'ils vont avoir leur propre biais. Ils vont dire, bah oui, c'est une dame qui a 50 ans à peu près, c'est normal, elle n'est pas très heureuse dans sa vie, c'est pour ça qu'elle a des douleurs un peu partout. Vous les aurez, ces patients-là, et c'est malheureusement un problème. Donc, j'ai remis la casquette et la veste, donc je ne suis plus ni Antonio Alimio ni Anthony Alimi. Je vais faire une synthèse un peu de tout ça, et je vais essayer de rassembler ça le plus possible. Il faut qu'on trouve un équilibre entre chercher ce qui pourrait expliquer la douleur de nos patients, parce que parfois, il y aura des causes traitables très facilement. Le patient qui a eu mal pendant 35 ans, une chirurgie lui a ôté ses douleurs complètement parce que c'était un problème vasculaire qui était traitable. Il y a des patients qui auront des déficits en B12, ils vont mourir si jamais on ne s'occupe pas d'eux. Parce que c'est traitable, en fait. Encore une fois, il faut juste redonner de la B12. Et en même temps, il y a aussi des patients qui seront sans arrêt à la recherche d'un traitement. On leur donnera toujours des causes différentes. Comme en même temps, ce même patient qui avait le problème vasculaire, on lui a donné plein de causes totalement pourries. Est-ce que c'était vraiment une jambe plus contre l'une que l'autre? Non, ce n'était pas ça. On l'a vu à l'avenir. On l'a vu grâce au traitement. Est-ce que c'était parce qu'il avait un dérangement? Non, ce n'était pas ça. Encore une fois, il y a un équilibre à trouver. Il faut d'abord, et je pense que la meilleure option, c'est de comprendre un petit peu qu'est-ce qui fonctionne réellement pour aider les patients. Et du coup, le cas échéant, abandonner un petit peu ce qui ne marche pas pour pouvoir vraiment se cibler les facteurs qui sont importants et repérer quand il faut repérer et arrêter de s'occuper de ça. Et ça n'exclut pas à aucun moment de chercher les facteurs psychologiques et de s'en occuper, vu qu'on a vu que ça avait des merveilleux résultats, juste qui ne font pas totalement disparaître les douleurs. Je vous remercie de votre attention, de votre présence ici. Je vous ai mis un QR code vers mon compte Instagram si jamais ça vous intéresse, parce que régulièrement, je partage des informations de cet acabit-là. Je fais des lives tous les mardis, ce genre de choses. Et si vous avez des questions, je serais ravi de les écouter et de vous y répondre dès maintenant. Oui, je t'écoute. Il y a un micro. Excusez-moi. Ils sont pas. J'arrive. Le micro arrive. C'est pour. Oui. Oui.
C'est pour savoir, là, pour faire les recherches de vitamine B12, etc., on redirige vers un médecin généraliste ou un spécialiste Un médecin généraliste peut tout à fait le faire. En fait, c'est juste qu'il n'y pense pas. Genre, ça m'est déjà arrivé à de nombreuses reprises de renvoyer vers un médecin généraliste qui ah ok d'accord il fait, et souvent c'est pas le cas, mais de temps en temps oui. Qui a risque de déficit en vitamine B12? Les personnes qui sont végétariennes, ou encore pire les véganes, parce que si elles ne se supplémentent pas, eh ben, elles n'ont pas de B12 parce que c'est apporté uniquement par l'alimentation animale. Encore pire si elles se supplémentent en spiruline, qui est une B12 mais qu'on n'absorbe pas. C'est des personnes qui vont avoir des maladies intestinales chroniques, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. C'est des personnes qui vont être anorexiques. C'est des personnes qui vont être alcooliques parce qu'elles ne mangent pas quand elles sont alcooliques. C'est ce genre de personnes-là chez qui il faudra du coup suspecter ce genre de choses et renvoyer. Surtout si on voit des neuropathies qui apparaissent un peu partout sans explication. Et c'est pour ça qu'il faut savoir faire un bon bilan neuro. Merci. Oui. Merci. Moi, j'ai une question par rapport aux patients rêveurs là. Comment enfin, peut-être que vous n'avez pas expliqué, mais le fait que d'un seul coup sa douleur passe malgré comme ça, voilà. Alors, je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai plusieurs hypothèses et je vais en parler un petit peu. Sur ça. Donc, il y a une hypothèse majeure, c'est que ce patient, on sait que la douleur, elle peut être entretenue par des changements dans la connectivité cérébrale. C'est-à-dire qu'en fait, en tout cas, on ne sait pas ce qui est la cause de la conséquence, mais on sait que chez les gens qui ont des douleurs persistantes, leur cerveau ne s'active plus exactement de la même manière. Il y a des régions qui ne sont pas censées s'activer ensemble, qui commencent à s'activer ensemble. Par exemple, la région qui sert à sentir... est-ce que vous sentez vos chaussettes maintenant? Peut-être que maintenant, vous commencez à les sentir, mais vous ne les sentiez pas avant. C'est grâce à un réseau qu'on appelle le réseau de Science. Ce réseau-là, il est chez certains patients qui ont des douleurs persistantes. Il est activé tout le temps, même quand il est censé ne pas être activé quand on est au repos. Et du coup, des changements dans un rêve lucide, ça peut être suffisant pour changer cette activation-là. Donc ça, c'est une hypothèse parmi d'autres. Peut-être qu'il a réussi à changer son stress post-traumatique, qui a du coup changé le taux de cortisol qu'il a dans le sang. Je ne sais pas. Oui ? Vous avez parlé plusieurs fois de la neurolyse par radiofréquence. Oui. Vous n'avez pas eu tout le temps de bons résultats. Dans quel contexte ça peut être intéressant de le faire? Dans quel contexte la neurolyse peut être intéressante? Oui. Eh bien alors, du coup, il y a plusieurs... En fait, déjà, un échec thérapeutique, c'est important. Il faut déjà que la personne ait eu de la rééducation qui a été menée pendant 3 mois, pendant au moins 6 mois, sans résultat particulier. Et après, des tests qui sont concordants, que toujours la douleur qui est déclenchée au même endroit par la même stimulation. C'est-à-dire, par exemple, le cluster de Laslett sur les sacro-iliaques, je ne sais pas si vous savez, ça permet de dire, tiens, la sacro-iliaque est sensible à la contrainte mécanique. Et donc, du coup, dans ce genre de cas de figure-là, c'est intéressant, si la personne est en échec de traitement, de faire cette neurolyse par radiofréquence, cette dénervation. C'est ce genre de choses. Par exemple, ça pourrait être sur la facette articulaire avec le test de Kemp, ce genre de choses. Et toujours, encore une fois, c'est important qu'il n'y ait pas de résultat avant de la rééducation. Oui ? C'est le temps que ça arrive. Merci. Moi, j'avais une question sur comment jongler justement avec cette recherche en fait, de diagnostic. Parce que est-ce que ça peut pas être interprété, même si je suis convaincu, mais ça pourrait être interprété comme une sortie de cadre. Pour la plupart des pathologies, on n'est pas uniquement sur du musculo-squelettique, on va sur des déficits en vitamine B12, tout ça, qui sont en général le rôle du médecin. Et comment communiquer avec, Alors, ce n'est pas du tout une sortie de cadre dans la mesure où c'est dans le Code de la santé publique, article L4321.2 du Code de la santé publique, s'il vous plaît. Le kinésithérapeute concourt à aider le médecin à donner toutes les informations qu'il faut pour aider à établir son diagnostic. Et donc, du coup, ça inclut de pas dire « faut faire chercher une vitamine B12 », mais dire « ok, j'ai cette patiente-là qui a des douleurs neuropathiques un peu partout, cette personne-là a un régime particulier, je vous donne, du coup, pour communiquer au médecin, je sais dans l'anamnèse qu'elle n'a pas eu de recherche en vitamine B12. Est-ce que vous pensez que ça peut être important de chercher ça ou pas? Je m'en remets à votre expertise, chers confrères.
Ok, ouais. Ça répond à la question. Oui. De toute façon, j'étais convaincu. Hein, c'était juste pour mettre un contre-argument. Parce que des fois, il y a des patients qui sont dans des errances justement thérapeutiques, chroniques, etc. Et par exemple, proposer une énième prise de sang, une énième tout ça, ça peut être pertinent de par le bilan neuro, ce genre de choses. Mais des fois, on est parce que même si d'après l'article, j'ai pas retenu le numéro, on doit le faire. Dans la pratique, des fois, les médecins sont pas très contents de recevoir ce genre de choses. Donc, alors, si les médecins sont pas contents de recevoir ce genre de choses, soit on arrive sur un médecin un peu idiot, soit on est vraiment sur une mauvaise communication. La manière, moi, ça m'est jamais arrivé qu'un médecin soit pas content que je lui donne des informations qui sont utiles pour le cas du patient. Même, je l'appelle et je dis, écoute, je suis en galère un peu sur le cas, voilà ce que j'ai constaté, ça peut être ça, qu'est-ce que tu en penses? D'accord? C'est vraiment, si jamais il y a des médecins qui sont pas contents, peut-être d'abord travailler sur la communication, et si vraiment la communication était parfaite, c'est le médecin qui est débile. Ça peut arriver parce que tout le monde peut être un peu débile, y compris chez les médecins, y compris chez les kinés. Et dans ce cas-là, il faut peut-être. Moi, ça m'est déjà arrivé ça m'est pas arrivé que le médecin il veuille pas écouter ce que j'ai à dire, mais que par contre il change rien. J'avais une patiente qui se faisait des déchirures musculaires en marchant. Elle faisait des lésions myoaponevrotiques, des lésions myocollagéniques, des triceps suraux en marchant, qui étaient objectivées en échographie et qui s'aggravaient. Et du coup, il lui envoyait faire de la kiné. Donc cette patiente-là, c'était pas pour moi. Le médecin a dit, c'est parce qu'elle est trop grosse. Merci. Et donc, du coup, elle est allée voir un autre médecin et elle a eu une vraie prise en charge. Donc, si vraiment tu tombes sur un médecin qui est compliqué, après, la personne, elle va devoir consulter quelqu'un d'autre. Très bien, merci. Oui, j'utilise beaucoup les courants TENS. Oui. C'est gradué, par exemple, de 0 à 8. J'ai des patients à 1 ou 2, ils crient « Oh, ça fait mal, arrêtez !» Il y en a qui me demandent de monter jusqu'à 7. Alors, c'est dans la tête ou non? C'est pas suffisant pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir dire ça, parce qu'on peut avoir des problèmes de grande sensibilité, parce qu'on a une énorme inflammation périphérique qui va augmenter la sensibilité des nocicepteurs. Ça s'appelle de la sensibilisation périphérique. Cette sensibilisation périphérique, elle va faire que du coup, les gens ils vont avoir beaucoup plus de réponses nociceptives à une simple stimulation. Et pour autant, c'est pas dans la tête. Il s'agit surtout de lombalgie. Oui, mais du coup, la lombalgie, elle peut être pour plein de raisons différentes. La lombalgie, c'est un symptôme. C'est comme si je vous dis, j'ai une thoracalgie, une thoraxalgie, j'en sais rien comment on peut dire ça, une thoracalgie. Bon, j'ai une douleur à la poitrine. Vous me dites, c'est une douleur à la poitrine, je vais vous donner de la trinitrine. La trinitrine, c'est très bien, si la douleur à la poitrine, c'est un infarctus. Mais si ma douleur à la poitrine, c'est par exemple un reflux gastro-œsophagien, la trinitrine ne va pas avoir d'effet et ça va rester pareil. Donc pareil, une lombalgie, il y a plein d'étiologies différentes et parfois, il y en a, c'est de l'inflammation au niveau d'un disque. Parfois, ça va être une neuropathie. Parfois, ça va être... parfois, il n'y aura pas de source nociceptive particulière. Donc lombalgie et les gens ils sont super sensibles, peut-être que ça peut être parce qu'ils sont très inquiets, parce qu'il y a plein de choses, ou peut-être qu'il y a vraiment des facteurs périphériques qui créent cette sensibilité. Eh bien, il semblerait que les questions s'arrêtent ici. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été là présent.